Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Mag, votre rendez-vous hebdomadaire pour prendre soin de votre santé pendant le mois sacré de Ramadan. Alors ensemble, nous allons aborder des sujets de santé liés à ce mois de spiritualité et de partage. Et aujourd'hui, nous consacrons notre émission à la santé des enfants. Nous allons tout d'abord parler de la circoncision, un acte rituel fréquent durant le mois sacré de Ramadan. Nous verrons quels sont les aspects médicaux à considérer, dans quelles conditions elle doit être réalisée et par qui surtout. Nous aborderons également le sujet du jeûne des enfants et plus particulièrement le jeûne initiatique, ce premier jeûne marquant une étape importante chez l'enfant. Comment l'accompagner justement pour que tout se passe bien, que tout se passe en sécurité surtout. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Dr Samia Wadahi, vous êtes pédiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Avec nous aussi Dr Naïma Bey Moulay, vous êtes médecin nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec nous aussi Dr Sabrina Walikan. Bonjour. Bonjour Mounia, merci. Vous êtes chirurgienne pédiatre. Oui. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi. C'est moi, merci. Alors, nous parlons de la circoncision et du jeûne aujourd'hui. Alors, la circoncision, un rituel millénaire au cœur du mois sacré de Ramadan. Et beaucoup de familles, justement, préfèrent le faire pendant le mois sacré de Ramadan, surtout les Nasriya, comme on dit, et puis les Tibaa Washrin aussi. Il y a une demande quand même accrue pendant ce mois-là, non? Oui, tout à fait. Toujours, depuis tout le temps, on a et on continue à avoir cette demande spéciale, spécifique. Il y a même des programmations pour ce mois sacré par rapport à la circoncision, qui est synonyme de purification en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on en reçoit beaucoup plus. Pendant le mois sacré, exactement. Et ces derniers temps, est-ce que vous en voyez aussi pendant l'année ou Oui, c'est toute l'année en fait, la circoncision. Elle se fait maintenant, les familles ou les parents prennent conscience que la demande est accrue, donc on est plus ou moins à l'aise durant l'année et qu'il y a beaucoup de demandes et donc c'est pour éviter en fait la charge par rapport au... Parce qu'il y a quand même une forte charge pendant le mois sacré de Ramadan. Effectivement. Se retrouver à faire plusieurs circoncisions le même jour. Des circoncisions en masse. Il y a des associations, il y a aussi certaines mairies où il y a des inscriptions carrément de personnes ou de familles qui vont inscrire leurs petits pour cet acte chirurgical. Donc la demande est accrue et en même temps, il y a les locaux, on va dire les structures hospitalières qui sont chargées. Donc, on doit reporter, on doit effectuer ou consacrer des journées rien que pour ces circoncisions-là. Exactement. Et justement, nous allons avoir par téléphone dans un petit moment Dr Ahmed Degregassine. Il est maître de recherche en astrophysique, il est du CRAG. Justement, il va nous parler religieusement, on va dire, pourquoi le faire pendant Ramadan et pourquoi on peut aussi le faire pendant toute l'année. Ce n'est pas forcément que pendant Ramadan qu'on peut faire cet acte-là. Il va nous parler aussi du jeûne initiatique chez l'enfant, que dit la religion par rapport à l'obligation de faire le jeûne et à partir de quel âge, on va dire. Mais avant cela, je me retourne vers vous, docteur Wadahi. Les parents ont besoin aussi d'être rassurés par rapport à cet acte. Souvent, qu'on banalise un petit peu la circoncision, on banalise, même à l'enfant, on lui dit souvent, donc tous les rajul, c'est l'expression qu'on dit souvent à ses enfants, et puis, mais il faut quand même les préparer psychologiquement quand ils sont à un âge avancé, bien sûr. Oui, effectivement. Oui. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on préfère de plus en plus que cet acte chirurgical soit fait de plus en plus chez des enfants de plus en plus jeunes pour éviter justement cet impact psychologique. Oui. Ils gardent à vie de mauvais souvenirs et un traumatisme. Et pour nous, c'est meilleur maintenant. On préfère que ça soit fait à un moment où on ne gardera pas nécessairement un souvenir, un mauvais souvenir de cet acte. Justement, on va y revenir sur l'âge et tous ces petits détails. Et nous avons tout de suite avec nous Dr Ahmed Degregassine. Bonjour. Bonjour à vous, à tous les téléspectateurs. Bonjour à nos amis du plateau. Très bientôt, Ramadan. Merci pour l'appel, pour l'intérêt. Merci.
Merci docteur Greg Hassan. Alors voilà, le mois de Ramadan est une période hautement symbolique pour les familles algériennes et on remarque une augmentation significative des nombres de circoncisions, surtout l'Ilet Nasfiya, comme on dit, et puis l'Ilet Sab'awashrin. Il n'y a pas d'obligation dans la religion à le faire forcément pendant le mois sacré de Ramadan. Non, aucune. À ma connaissance, il n'y a aucune obligation. L'obligation est que il faut le faire, tout simplement, c'est très important. C'est un acte d'appartenance, c'est un acte symbolique, donc c'est très important, même pour la santé de l'enfant aussi, du garçon. Et maintenant, pour le faire de Ramadan, c'est plutôt une tradition. C'est une tradition qui se faisait. Et on faisait ça en général, c'était des gens qui prenaient en charge la circoncision d'un groupe d'enfants. Donc ils font un peu ça dans un acte de foi. Et pour un peu multiplier les hasanat, on le fait pendant le mois de Ramadan, parce qu'on sait très bien quand on fait quelque chose de bien pendant le mois de Ramadan, donc on est doublement rétribué. C'est pour ça un peu ce qu'on recherche. Et puis il y a la soirée, il y a mais point de vue obligation, non. Et dès qu'on voit, par exemple, que cet acte qui normalement est un acte de foi, est un acte aussi de joie, si ça cause et on a vu dans certaines conditions, ça devient un peu dangereux. Il y a eu beaucoup de fautes médicales parce que la surcharge, parce que le médecin est fatigué, lui aussi il fait le jeûne, donc il est à certains moments. Donc, vaut mieux éviter ce genre de et je pense que maintenant c'est un peu, il y a une réglementation qui est un peu qui essaie d'encadrer, qui encadre cet acte. Donc on ne le fait plus dans des conditions telles qu'on le faisait auparavant. Et en fait, l'islam, il est là pour préserver la santé de l'individu, préserver sa santé mentale, sa santé physique. Donc un acte aussi important que la circoncision ne doit pas tourner au drame aussi pour le Exactement. garçon. C'est un moment de joie qui ne doit pas forcément tourner au drame. C'est clair. C'est pour ça justement qu'on a besoin aussi de vos éclairages et vos éclairages aussi sur le deuxième sujet qu'on aborde ce soir, enfin aujourd'hui dans l'émission concernant le jeûne des enfants. Donc on voit autour de nous qu'on essaye aussi d'obliger les enfants à jeûner à un âge quand même assez jeune, voilà, assez jeune. Donc, que dit la religion exactement concernant le jeûne des enfants, pas avant la puberté? La religion dit une chose très claire. Donc, il n'y a pas de jeûne avant la puberté. Il n'y a pas d'obligation de jeûne avant la puberté. Il n'y a pas d'obligation de jeûne si la personne est malade. Il n'y a pas d'obligation de jeûne si la personne n'a pas toute sa raison. Donc tout ça, c'est des conditions qui sont très importantes. Et donc, on a l'habitude, donc bien sûr, parce qu'on est dans une société musulmane, il y a les enfants qui aiment un peu imiter les grands, ils aiment faire comme les grands, et c'est une façon aussi de les initier, de les habituer, parce que c'est quelque chose aussi d'important que l'enfant s'habitue à ces actes, même la prière. On a appris à faire la prière dans les mosquées en jouant. Donc moi je me rappelle à l'époque quand tout était simple, quand les grands veillaient à ce que les jeunes gardent de beaux souvenirs, parce qu'il faut aussi constituer la mémoire de l'enfant, il faut en faire des adultes équilibrés, donc il faut les charger de beaux souvenirs. C'est pour ça que toutes ces initiations doivent être faites dans la joie, dans le bonheur, on prend maintenant des photos. Maintenant, il faut pas. Un enfant est un enfant. Un enfant est un enfant. Un enfant est un enfant. C'est pas un adulte. Il faut pas raisonner avec lui comme étant un adulte, l'obliger à faire quelque chose. Donc il y a aussi notre société, elle a plus de 14 siècles dans l'islam, donc il y a le cumul des expériences. Donc nos parents, nos grands-parents et nos aïeux ont été élevés dans l'islam, et on doit capitaliser sur ça aussi. Comment ont fait nos parents avec nous, comment veiller les voisins sur les petits, comment veiller tout le monde sur tout le monde. Donc c'est ça ce qu'il faut aussi prendre en considération. Donc il faut habituer justement, pardon, docteur Grégacine, il faut habituer l'enfant à jeûner avec des demi-journées. C'est ce qu'on faisait quand on était jeune. C'était une demi-journée par là, une autre par-ci.
On a commencé avec 2 heures quand on était tout petit. C'était 1 heure, 2 heures, puis 4 heures, puis comme ça. Les demi-journées, on disait qu'on allait les rapistoler, ces demi-journées qu'on faisait une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc, on disait qu'il fallait les coudre. Et on faisait à la fin... On cumulait pour dire oui, j'ai jeûné une journée, alors que c'était pas vrai, mais on savait, et tout le monde savait, mais tout le monde rigolait, et on garde de beaux souvenirs. Mais il faut faire très attention. Surtout maintenant un peu les journées sont un peu plus courtes, mais surtout l'été quand on fait prendre période de chaleur, des hydratations, exactement, les journées sont très longues. On est fatigué, il faut vérifier aussi l'enfant, s'il déshydrate, les yeux, etc. C'est ce que faisaient nos parents avec nous. Donc moi je me souviens. Donc on venait vérifier chaque 2 heures si tout va bien. Et justement, c'est les conseils qu'on va donner aujourd'hui dans l'émission. Et merci aussi pour vos éclairages, Dr Ahmed Gregassine. Merci pour votre participation. Merci. Sahar Bdanek aussi, merci. Alors, on va revenir sur le jeûne des enfants en deuxième partie, mais on voulait aussi les éclairages de Dr Gregassine. On va revenir maintenant sur le premier sujet qui est la circoncision. Mais est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est que la circoncision, Dr Walid Khan? Alors, la circoncision, tout simplement, est la postectomie. C'est-à-dire, c'est un terme médical, mais pour qu'on comprenne c'est quoi la postectomie, c'est l'ablation où on va couper la peau qui est en plus au niveau du sexe du garçon, du petit garçon. Voilà. Et l'idéal, c'est une circoncision complète. Elle n'est pas partielle, elle doit être complète. Elle doit dégarnir le gland, qui est le bout de la verge. Et en fait, c'est de là où découle l'intérêt médical de cette circoncision, c'est-à-dire quand on enlève complètement cette peau, le gland est dégarni, donc le petit fait pipi le plus normalement du monde, donc pas par on va dire un bon jet, et il y a il n'y a pas du tout d'infection, on va dire, donc plus les balanites, c'est-à-dire les infections du gland, plus les infections urinaires, carrément. Parce qu'il y a des infections urinaires qui sont dues à l'infection au niveau du prépuce. Voilà. Et quel est l'âge idéal, justement, pour cet acte, Dr Wadahi? Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on le répète, oui. Oui. Assez jeune, à la naissance, une fois qu'on aura bien entendu vérifié tout ce qu'il faut vérifier, qu'il n'y a pas de malformation associée, c'est-à-dire qu'il faudrait faire si un enfant a un problème, un autre problème, donc chirurgical aussi, au niveau, tout à fait. Donc qu'on soit sûr qu'il n'y a que la circoncision à faire, parce qu'il y en a qui font la circoncision et qui se rendent compte, ah oui, tiens, il y a un problème au niveau du testicule et on s'en occupera après. Donc il vaut mieux faire tous les gestes d'une seule anesthésie et d'un seul geste chirurgical. On peut associer deux actes chirurgicaux le même jour. Si c'est un acte chirurgical complet qui nécessite une anesthésie générale, c'est clair on explique aux parents que voilà, la circoncision est un acte chirurgical, mais ce petit présente par exemple une hernie ou présente une ectopie testiculaire, un testicule qui n'est pas à sa place, ou il y a des problèmes aussi de la verge ou le méa urinaire, le trou par lequel sort l'urine, est très fréquemment retrouvé en bas, c'est un hypospadias, d'où l'expression il est circoncis par les anges. Or que c'est une malformation. Ce n'est pas une circoncision ou une circoncision incomplète à la naissance. C'est carrément une malformation qu'il faudrait prendre en charge ultérieurement. C'est-à-dire c'est des enfants qu'il faudrait examiner par un chirurgien et pédiatre, puis chirurgien. Le pédiatre envoie bien sûr l'enfant vers le chirurgien et on remarque qu'il y a effectivement cette malformation qui doit être opérée, donc à part, ensuite effectuer la circoncision plus tard. D'accord. Voilà, donc il faut un examen minutieux et d'où l'intérêt de faire l'examen par un médecin. Par un médecin, l'importance du pédiatre aussi. On se dirige tout d'abord vers un pédiatre pour voir si tout va bien avant de détecter déjà les anomalies à la visite systématique, à la première visite. On ne doit pas oublier d'examiner les organes génitaux et voir s'il n'y a pas de problème.
Et à ce moment-là, autoriser une circoncision à la demande des parents. Et justement, qui est autorisé à faire cet acte-là, justement, de la circoncision? La réglementation exige que cette opération se fasse, bien sûr, dans un milieu hospitalier, par des chirurgiens. Quels sont les spécialistes, chirurgiens spécialistes qui ont le droit de le Oui, un chirurgien viscéraliste, un chirurgien pédiatre, tout simplement, un chirurgien urologue aussi, qui doit faire, où il a l'exclusivité de faire cet acte chirurgical. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus exposés à certaines formes anatomiques. Attention, les organes génitaux externes chez le petit garçon ne se ressemblent pas, c'est pas un copier-coller. Donc il y a des verges enfouies, il y a des petites verges qu'il faudrait explorer peut-être. Les petits pénis, il faudrait explorer en endocrino quand on voit qu'il y a une anomalie. Donc la nécessité et l'obligation de faire cet acte par un chirurgien. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe des contre-indications à la circoncision? Contre-indications, comme on vient de le dire, mais temporaires. C'est des contre-indications quand il y a une malformation qu'il faudrait soigner avant. Contre-indication médicale, toujours est-il, donc on a dit qu'il faut un examen par un médecin pédiatre et chirurgien, et un examen biologique aussi, pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas une anémie sévère, s'il n'y a pas aussi des hémopathies, type hémophilie surtout. Donc on est obligé de demander des temps de saignement, des céphaline kaolin, c'est des temps qui nous orientent vers une coagulabilité du sang de ce petit. Donc l'hémophilie est une contre-indication, mais qui est temporaire aussi. Pourquoi? Parce qu'elle se traite. Donc, quand les parents demandent ou veulent faire la circoncision, on injecte, bien sûr, en milieu hospitalier, des facteurs de coagulation avant la circoncision, pendant et après la circoncision. Donc le protocole est complètement différent. On va y revenir dans un moment, mais j'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est que l'hémophilie, docteur Wadahi. Donc c'est un trouble de la crasse sanguine, de la coagulation, par déficit en facteurs qui interviennent dans la coagulation. Donc c'est un enfant qui, s'il se blesse... S'il se blesse, ne s'arrêtera pas de saigner facilement. D'accord. Donc après, tout dépend du degré du déficit qu'il aura. Donc on n'a pas le droit de faire une circoncision sans avoir vérifié la crasse sanguine de l'enfant. On doit vérifier sa coagulabilité qui doit être correcte. D'où l'importance du bilan. Voilà. C'est un bilan complet. Il n'y a pas que l'hémophilie qu'on teste, il y a d'autres... Voilà, donc on explore d'une manière générale la coagulabilité. Et puis s'il y a un problème, on demandera d'autres examens pour détecter le problème. D'accord. Très bien. Et aussi, on ne va pas faire une circoncision pour un enfant qui a une anémie importante. D'abord, il faut l'explorer, et puis il faut le sécuriser. Il faut sécuriser le geste. Il ne faut pas que ça se transforme, comme on a dit, en problème, en deuil ou en complication, irréversible. Exactement. Voilà, irréversible. Alors, comme on l'a dit, le protocole change quand c'est un cas d'hémophilie. Est-ce que l'enfant reste plus longtemps à l'hôpital? En général, pour une circoncision, la sortie se fait le jour même. Généralement, oui, c'est des circoncisions, quand c'est des circoncisions sous anesthésie locale ou même sous sédation, à la demande des parents, bien sûr. Elles se font le jour même, c'est-à-dire il rentre, une fois l'enfant est bien réveillé, il est conscient et il ne vomit pas de complications, il peut sortir. Pour l'hémophilie, aussi, ça se fait en ambulatoire, bien sûr, avec toute une équipe d'hématologues qui vont injecter quelques jours avant les facteurs de la coagulation, tout dépend de la maladie. Et le jour même, pendant la circoncision, et même après, quelques heures après la circoncision, et l'enfant rentre quand on voit qu'il n'y a pas de saignement et qu'il y a un temps de coagulation qui est correct, dans les limites de la normale, il sort à la maison, et tout en restant bien sûr en contact, en connexion avec la structure hospitalière qu'il a reçue, et pour bien sûr avoir, bien sûr, il faut rester en étroite relation avec les parents pour détecter à tout moment un saignement qui pourrait être mortel. D'accord. Et quelles sont les complications possibles après une circoncision? Est-ce qu'il peut y avoir des complications? Bien sûr, les complications imminentes, c'est-à-dire une complication précoce, c'est le saignement. Justement, malheureusement, il y a toujours des circoncisions qui sont faites sans examen, pas dans une structure hospitalière, c'est-à-dire à domicile ou dans des endroits illicites, et
sans bilan. Donc on ne peut pas savoir si l'enfant a une hémophilie. Donc le saignement peut se voir tout de suite, on peut le juguler. Malheureusement, dans certaines hémophilies, le saignement peut apparaître quelques jours après. Donc c'est des saignements en nappe qu'on ne peut pas voir. Donc il faut, tout de suite aller aux urgences, des transfusions, etc. Donc tout un protocole d'urgence et de déchocage. Et d'autres complications, on a des infections qui sont très rares, mais c'est surtout le saignement qu'on craint en cas de circoncision. Et puis on a des complications tardives. Si on peut dire ça comme une complication, c'est plutôt, on remarque des circoncisions incomplètes, c'est l'excès de peau qui va apparaître sur Qu'est-ce qui explique justement c'est une circoncision qui a été faite trop tôt, qui est incomplète. Voilà, une circoncision incomplète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi une circoncision? Elle doit être complète. On a des repères à respecter. C'est pour ça qu'on doit dire que cette circoncision doit être faite par un chirurgien qui doit calculer, on va dire, en fonction de chaque individu, chaque enfant, et en fonction de l'implantation de cette verge, si elle est enfouie, si elle est extériorisée ou pas. Voilà. Donc en cas de circoncision incomplète, on prend un autre rendez-vous pour refaire une deuxième Exactement, il y a des défauts une correction, bien sûr, à la demande des parents aussi, parce qu'il y a des parents qui acceptent cette circoncision incomplète et après, voilà, c'est pas vraiment une complication, mais quand elle est là, on voit que le prépuce ou la peau qui est en plus n'est pas complètement coupée, on propose et on va dire qu'il y a des rétentions d'urine, il y a des rétentions de sécrétion et il faut compléter pour qu'elle soit plus nette et plus on va dire, voilà. Et comment prendre soin justement de l'enfant juste après la circoncision, une fois qu'on rentre à la maison? Premièrement, il faut quand même surveiller cet enfant parce qu'en général, c'est le moment où il y a du monde à la maison, c'est un peu la fête. Ouais. Et puis cet enfant, on laisse jouer, peut-être qu'ils ne sont pas grand-chose sur le moment, ils jouent avec les autres enfants. Et puis on peut passer à côté d'un signe qui pourrait nous alerter, docteur. Et oui, justement, c'est pour ça qu'on dit aux parents, attention, on reste vigilant, surtout, donc on surveille cet enfant, on ne met pas la couche, même si on met la couche, donc il faut choisir toujours un numéro supérieur pour ne pas coller, pour ne pas gêner la circoncision, pour ne pas serrer. Et puis il faut régulièrement vérifier qu'il n'y a pas un saignement. Combien de parents ont laissé la couche en place et se sont retrouvés le lendemain avec une couche qui absorbe du sang parce qu'un fil a sauté, parce qu'il y a eu du problème. Et où des enfants ont été transfusés alors qu'il fallait juste surveiller régulièrement, jeter un œil. Voilà. Exactement, il faut continuer à surveiller l'enfant. Il faut continuer à jeter un œil, même si on remet la couche régulièrement, vraiment très régulièrement, vérifier qu'il n'y a pas un point qui a sauté, vérifier que cet enfant ne saigne pas, qu'on n'a pas raté quelque chose. Souvent, quand on nettoie aussi le pansement, que les fils pètent un petit peu et la maman, quand elle met la crème cicatrisante ou la crème antibiotique, on peut toucher un peu à la suture et c'est là où le fil il peut sauter parce qu'en général, le chirurgien essaye de bien serrer le point et c'est là où le drame un peu arrive. Hein. Surtout quand ils sont plus grands, où ils jouent, ils oublient, la douleur elle passe et un enfant, le retour à l'habitude et à la normale. Donc, il veut jouer, comme avec vous avez dit. Avec une bouteille de limonade, il est dans les couloirs. Hein, voilà, exactement. Tout le monde est content. Exactement. Il peut se toucher et c'est là où il peut ressaigner. Et Dr Weliken, parfois, il peut saigner, l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux parents? C'est de faire une espèce de garrot avec la main. On leur démontre la pression qu'ils doivent mettre sur le gland. Et on surveille. Si le saignement ne s'arrête pas, il vaut mieux aller consulter. Exactement. Voilà. Il ne faut pas paniquer d'emblée. Il faut essayer de faire une hémostase. Si ça ne marche pas, il faut y aller. Parce que des fois, c'est des chutes d'escarres, c'est des chutes de croûte qui font qu'il y a ce saignement. Donc, moi, je demande toujours de nettoyer et continuer à nettoyer sur une semaine, 10 jours, jusqu'à 15 jours avec du sérum physiologique. Il y a des vertus cicatrisantes, apaisantes et surtout, ça arrête le saignement. Voilà. Donc, les soins à apporter juste après sont très simples. Très simples. Oui, il faut nettoyer du sérum physiologique tout simplement. Et si
l'enfant porte la couche, on met toujours, moi je demande à mettre de la vaseline toute simple, sans odeur, sans couleur, sans rien du tout, et pour que ça ne colle pas, pour que ça cicatrise aussi. La vaseline a un effet très miracle, on va dire, dans la cicatrisation et dans la lubrification pour que ça ne croûte pas. Voilà. Pas de pommade cicatrisante ou de recette de grand-mère par rapport à ça, oui. Ce que j'ai remarqué avec l'huile d'olive, il y en a plein qui mettent, mais ça se transforme en une macération. Exactement. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Voilà. Et puis on se dit, est-ce que c'est une infection? Est-ce qu'il faut utiliser? Donc il vaut mieux éviter. Éviter, tout à fait. Moi je leur dis d'éviter. De mettre du sérum salé, assécher, remettre la couche avec de la vaseline toute simple. On peut même mettre de la vaseline sur la couche. Sur la couche, voilà, bien viser et mettre. Et voilà. Exactement. Pour que ça ne colle pas, tout simplement. Et ça cicatrise très vite, surtout chez les tout petits. Les grands, bon, ils ont tendance. Pourquoi l'intérêt de demander ou de faire la circoncision? Si on a à me demander, on me dit c'est quoi l'âge idéal, je leur dirais c'est le plus jeune âge. Pourquoi? Parce qu'il y a les cellules souches, la cicatrisation elle se fait très rapidement. Et voilà, donc il y a moins de complications par rapport à cette cicatrisation. Comment reconnaître qu'il y a une infection? Alors l'infection, c'est très rare. Moi, j'en ai vu très rarement. C'est surtout quand les conditions ne sont pas respectées, d'où l'intérêt de faire la circoncision dans un milieu hospitalier avec des moyens et une stérilisation parfaite, un matériel parfaitement stérilisé. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une complication à type d'infection. Alors, l'infection, c'est l'écoulement de pus et l'odeur, une odeur de pus et on voit. Voilà. Je dis toujours aux mamans que le lendemain, on aura une couche blanche et souvent, elle est confondue à du pus, or que c'est la nouvelle peau du gland. Donc, c'est une fibrine qu'il ne faut surtout pas toucher. Et heureusement que l'infection est très rare. Donc voilà, c'est le pus, comme toute infection, le pus et l'odeur. Voilà. Alors un dernier conseil justement concernant la circoncision, comme ça on passera au deuxième sujet du jeûne, concernant la circoncision. Alors on le rappelle, en milieu hospitalier, chirurgien, oui, docteur. Voilà, il faut insister à demander des analyses sanguines pour son enfant, qu'il soit un grand enfant ou petit, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'anomalie et une contre-indication à cet acte, le faire dans un milieu hospitalier ou une structure hospitalière, qu'elle soit privée ou publique, bien sûr, et par un chirurgien. Voilà. Docteur Wadahi, un dernier conseil aussi, pareil. Un dernier conseil, c'est-à-dire vraiment faire le point s'il y a ou non d'autres problèmes à régler en même temps. Tout à fait. Voilà. Il faut être ferme avec les parents parce que souvent les parents ils se disent ah ben oui j'ai pris mon congé pour faire ma circoncision et après ça tombe pas parce qu'il y a une contre-indication. Il y a des parents qui insistent quand même, hein, même si l'enfant tousse ou l'enfant il a un petit problème, une petite anémie, ils se disent mais allez je vais essayer de le faire quand même et on assumera. Il faut être vraiment très professionnel et ferme avec les parents surtout. Voilà. Oui. Très bien. Et tout de suite nous passons au deuxième sujet, le jeûne chez les enfants. Et justement, le premier jeûne, un moment clé dans la vie d'un enfant, comment l'accompagner pour qu'il vive cette expérience en toute sérénité et surtout sans danger pour sa santé. Alors, à quel âge peut-on justement commencer à jeûner? À quel âge peut-on ne pas manger pendant 13 heures? Parce que cette année, ça sera 13 heures de jeûne. Alors un enfant, à quel âge peut-il commencer à ne pas manger 13 heures d'affilée, ne pas boire pendant 13 heures d'affilée, docteur Moulay? Alors là, l'enfant, s'il dépasse 10 ans, je pense que commencer à habituer l'enfant à faire le jeûne, c'est à partir de 10 ans parce que c'est l'âge prépubertaire. Oui. Maintenant, comme elle avait dit Dr Waliken il y a 2 jours, qu'on voit des enfants de plus en plus pubères avant 14-15 ans. Maintenant, c'est 11 ans, 12 ans, 13 ans avec des enfants un peu potelés, hein, un peu obèses et tout. Donc, je pense que l'âge idéal de commencer à faire des petites journées de jeûne, c'est 10 ans pour ne pas casser éventuellement la courbe de croissance de cet enfant. Justement, c'est important. Et justement, la puberté chez les filles est facile à reconnaître, mais chez les garçons, comment on reconnaît qu'un garçon est pubère? C'est simplement parce qu'il a ses premières sécrétions, on va dire, ses premiers éjaculats. Donc c'est là où on dit que le garçon est pubère. C'est vrai que le garçon reconnaît qu'il commence à être pubère à partir de la voix qui mue, et voilà. Mais le vrai repère, c'est les premières sécrétions, c'est les éjaculats. C'est toujours difficile de parler. Oui. Chez nous, ça reste quand même un sujet assez tabou, délicat à aborder avec son garçon, son enfant. Donc, c'est un peu délicat. Donc, la voix qui mue, ça pourrait
être juste un signe, oui. Un signe d'un pré ou pendant ou en même temps, en fait. Voilà. Donc, mais vous savez, maintenant, nos enfants ou les enfants de notre génération parlent de plus en plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Croyez-moi qu'ils sont plus, voilà, ils sont plus au courant. Après, culturellement parlant, en Algérie, c'était le papa avec le garçon. Et ils vont jusqu'à la mosquée et demander un peu l'avis du imam. Et c'était le imam qui posait la question au petit garçon. Tu as des poils par-ci, tu as des poils par-là. Ah, voilà, la voix, elle a changé depuis le mois dernier ou puis depuis la semaine dernière. Et puis, comme elle avait dit le docteur, c'est les premières sécrétions, c'est le premier éjaculat qui confirme, comme pour la fille, les premières règles. Oui. Donc, c'est l'âge de la puberté. Donc, ce sera voilà. L'obligation de... Il n'y a pas de marche arrière. Voilà. L'obligation de commencer le jeûne. Et justement, avant de commencer le jeûne, si on veut initier son enfant à l'âge de 10 ans pour un peu s'entraîner un petit peu, comme l'a dit aussi Dr. Gregersen, commencer avec des demi-journées et commencer avec des journées, il est quand même utile aussi d'avoir une consultation chez un pédiatre, surtout si on a un enfant qui a tendance à faire de l'anémie ou qui a des pathologies, avant de commencer à faire jeûner cet enfant, Dr. Wadahi. De toute façon, il ne doit pas y avoir de jeûne chez l'enfant. Oui. D'accord. Donc, ça sera certainement... Ah oui, chez le jeune enfant, ce n'est pas possible. C'est inadmissible puisque l'enfant est un être qui est en pleine croissance, qui n'a pas beaucoup de réserves énergétiques, d'accord, qui a dans les besoins... Par contre, dont les dépenses sont importantes, et il est en pleine croissance, donc il n'est pas possible de faire jeûner un enfant.
Oui. Selon, voilà, c'est parce que c'est, comme vous l'aviez dit, c'est un jeûne qui sera au moins de 13 heures, voire plus si l'enfant ne mange pas sahur. Oui. Ça veut dire qu'il peut jeûner. Or, ça n'est pas possible. Physiologiquement, ça n'est pas possible. Donc, déjà, maintenant, ce qu'on peut faire aux enfants, c'est ce jeûne alterné. C'est une sorte de jeûne adapté à l'âge de l'enfant. Donc, c'est, par exemple, dire à l'enfant qui veut jeûner, parce que c'est ça la problématique du jeûne chez l'enfant. Il veut faire comme les grands. Religieusement, c'est OK. Donc, il n'a pas le droit, il n'est pas obligé de jeûner. Mais il veut faire comme les autres et surtout mériter un peu cette table extraordinaire, donc festive, etc. Donc avoir un peu le mériter, mériter sa place autour de cette table. Et puis c'est se sentir. Et puis il y a aussi les parents, beaucoup de parents qui obligent les enfants. Or, il ne peut pas faire. Donc, ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est un jeûne alterné. Et chez les tout petits, parce que maintenant, il y a des enfants qui ont moins de 7 ans qui vous disent non, ben si, je peux faire le carême, je peux jeûner. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit très bien, on va faire le Ramadan pour toi, c'est un peu spécial. Tu vas faire tant d'heures, par exemple, on va dire 6 heures de jeûne pour les solides. Oui. Voilà. Tu vas déjeuner. L'autorise à boire. Après 4 heures par rapport à l'heure du jeûne. Voilà. Tu vas manger tes pâtes, tu vas manger ton pain, etc. Tu vas avoir un déjeuner. 4 heures avant le jeûne, tu n'as le droit qu'à des liquides. Tu peux prendre un peu de lait, tu peux prendre un peu de jus. D'accord. Mais 2 heures avant, si tu peux, tu ne boiras que de l'eau. Oui. Avant 2 heures ou peut-être 1 heure, s'il fait chaud, tu n'auras pas le droit de boire. C'est ça le Ramadan pour toi. D'accord. Et donc c'est ça, c'est un accompagnement. C'est l'accompagner sans le frustrer. C'est un apprentissage en fait. Hein. C'est ça. Après, on va durcir un peu ce jeûne. On passe à un jeûne intermittent vrai. C'est-à-dire que ça ne sera pas le sahur, le premier repas. Oui. C'est chez les enfants d'une dizaine. Ça sera un vrai petit déjeuner équilibré. Bien plus équilibré que d'habitude. Et on dira à l'enfant, attention, mais tu jeûnes pour les solides, pour la nourriture, mais absolument pas pour l'eau. Donc tu dois continuer à boire de l'eau. Oui. D'accord? Et puis, plus tard, quand l'enfant commence à faire ses premiers signes de puberté, il n'est pas encore pubère. C'est pas encore un adulte. C'est un adulte en devenir. Oui. C'est ça. À ce moment-là, on se dit, donc, on fixe certains jours de jeûne avec lui. Donc, les parents doivent fixer. Il y a des jours, les vendredis, les week-ends, quand les parents sont là. Bien sûr. Donc, pas quand il fait très, très chaud. Pas quand il doit sortir. À 16 ans. Voilà, pas quand il a un examen le lendemain. Donc, ce sera les week-ends, ça sera. Et il faut garder l'enfant sous surveillance parce que, voilà, on en reparlera certainement. C'est cette hypoglycémie qui peut survenir qu'un enfant ne peut pas supporter. Donc, le cerveau de l'enfant ne supporte pas aussi bien, surtout On va revenir sur les signes, justement, qui devraient nous alerter. Je voulais justement vous poser, docteur, une question par rapport à l'eau quelle est la quantité d'eau que doit prendre un enfant? Parce que pour les adultes, on sait qu'il y a 1,5 litre, 2 litres par jour. Pour l'enfant, c'est entre 800 centilitres et 1 litre quand même jour. Hein, et ça varie selon la saison parce qu'il y a des enfants qui se dépensent. Donc, ça court, ça fait du sport, ça fait des dépenses un peu physiques. Donc, on peut aller jusqu'à 1 litre jour, tout liquide confondu, entre lait, jus, eau minérale, soupe, tout liquide. Hein. Donc là, ça peut aller jusqu'à 1 litre jour par enfant. Et si, par exemple, on passe par des périodes d'été, par des périodes de canicule, la demande de la consommation de liquide elle évolue. Donc, on rajoutera plus que 1 litre. Et c'est la période justement des vacances pour les enfants. Donc, c'est la période où ils sont en train de jouer en extérieur, en train de se dépenser. Et surtout s'ils choisissent de jeûner, il faut les surveiller quand même à ce moment-là. Donc, il y a une surveillance accrue qui doit être faite par rapport aux parents. On ne peut pas leur interdire de sortir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place avec des enfants qui sont en vacances et qui attendent justement les vacances? Ils sont malins parce qu'ils vont se dire, bon, la période des examens, on ne va pas jeûner parce qu'il y a les dépenses intellectuelles aussi qui diminuent lors du jeûne. Donc là, la concentration elle diminue au moment du jeûne. Ils vont se dire, maman, je vais jeûner pendant les vacances, mais t'inquiète pas, on va dormir toute la journée. Donc là, déjà, la demi-journée, elle est en plein sommeil et le docteur est là pour nous dire que quand même, il y a des incidents, hein, il y a des hypoglycémies en plein sommeil qui peuvent
peuvent être très dangereux et fatals pour l'enfant. Donc déjà, si on élimine les contre-indications formelles du jeûne chez l'enfant, tout ce qui est pathologie néphrologique, diabète, malformation et tout, là, il faut quand même surveiller, même si c'est un enfant en bonne santé et qui jeûne tout seul, surtout quand il multiplie les jours de jeûne. Donc, il fait 2-3 jours d'affilée. Docteur Waliken, elle avait dit premier jour, après les week-ends, après la semaine d'après et tout, avec des récompenses. Parce que là, c'est toute la famille qui est contente, surtout pour le premier jour. Nous, Algériens, on a un peu un rituel. On va parler aux grands-parents, les voisins, voilà, le premier jour, la tenue spéciale, la bague dans le verre, de lait et tout. Donc, avec l'enfant, il est un peu roi ce jour-là. Donc, à chaque jour de jeûne, on va le récompenser, soit par son plat favori. Donc, en tant que nutritionniste, je leur autorise tout. Hein, donc, un peu le plat favori, riche en protéines, surtout pour avoir une sensation de satiété, et essayer de faire le jeu quand même du jeûne avec cet enfant. Exactement. Et pour en revenir à la question précédente, y a-t-il besoin d'une visite médicale? Oui, par exemple, même ce jeûne d'initiation. Chez un petit mangeur, il devrait être interdit. Il y a des enfants petits mangeurs qui mangent vraiment des petites quantités et qui feront rapidement donc des hypoglycémies. Et ben pour cela, on va interdire. C'est un enfant, ben non, il ne va pas jeûner. Il va jeûner 2 heures. D'accord. 2 heures avant la rupture du jeûne. Et puis voilà, c'est tout. Et on va lui dire, c'est vrai, tu as jeûné aujourd'hui. D'accord. Donc ça c'est important. Très bien. Quels sont les signes justement de déshydratation, parce qu'on a parlé d'eau, de déshydratation chez l'enfant. Et puis les signes auxquels on devrait faire attention justement quand l'enfant a une hypoglycémie ou quand il se sent mal. Donc déshydraté, déjà il aura très soif. Il devient creux, il aura très soif. Et donc justement, c'est une guidance des parents. Quand on autorise son enfant à faire le jeûne, même un jeûne intermittent, on va l'avertir. Mais attention, si tu as soif, si tu as vraiment soif, Parce qu'il y a des enfants qui veulent quand même le faire et qui vont mentir, ils vont pas dire. C'est ça le problème. Donc ils vont mentir. C'est pour ça que quand ils jeûnent, il vaut mieux qu'ils soient à la maison. Sous surveillance des parents. Voilà. On surveille souvent la langue. Fais sortir ta langue, elle est blanche, elle est sèche. L'enfant est omnibulé, il ne sait pas où il est. Un petit peu, c'est pas qu'il est dans les vapes, mais donc, un peu déconcentré, surtout la déshydratation, parce que c'est le manque de transfert de l'oxygène vers le cerveau. Donc là, il est mal irrigué, et là, c'est des signes d'alerte, docteur Wadahi. Et puis, il faut faire le point avec l'enfant. C'est-à-dire, je t'autorise à jeûner, mais attention, voici les signes qui devront te faire arrêter le jeûne, même si je ne suis pas avec toi. C'est-à-dire, si tu te sens, si tu as des vertiges, si tu as trop mal à la tête, si tu trembles, si les autres te disent tiens tu es trop pâle, si tu as des sueurs, tu as froid, tu fais une hypoglycémie, tu manges. Et c'est pour cela que quand on autorise un enfant à jeûner alors qu'il n'est pas à la maison, il doit obligatoirement avoir dans son cartable une bouteille d'eau et des morceaux de sucre. Un morceau de sucre par 20 kilos, donc quelques morceaux de sucre, il boit de l'eau, c'est obligatoire, c'est-à-dire c'est un contrat moral qu'on fait avec son enfant. Je te laisse jeûner avec certaines conditions. Voilà. Et donc, c'est à cette occasion qu'on va parler du rôle des enseignants et des surveillants. Donc, c'est sûr que déjà au cycle primaire, il y a plein d'enfants qui vont faire le jeûne. Même s'ils sont quand même jeunes. Même s'ils sont encore jeunes, parfois à l'insu de leurs parents. Donc, il faut qu'elles soient averties. Si elles voient qu'un enfant change de comportement, qu'il devient agressif, ou bien alors qu'il est somnolent, s'il est pâle, il faut aller le questionner. Est-ce que tu as jeûné? Et donc, il faut avoir à disposition dans les écoles des bouteilles d'eau et des morceaux de sucre. C'est tout simple. Et pour les parents, mettre un goûter dans le sac. De toutes les manières, la cantine au primaire, elle ne s'arrête pas. Les écoles, elles sont quand même équipées de cuisine et le repas de midi est servi. Il y a aussi le collégien, le lycéen, ça reste encore deux grands enfants. Oui, bien sûr. En plein croissance. Et justement, un enfant qui perd du poids, qui a commencé à jeûner et qui perd du poids, est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou pas? Enfin, tout dépend du poids qu'il a perdu aussi, mais on devrait quand même s'inquiéter. Si c'est un enfant, c'est qu'il est en pleine période de croissance. Donc, imaginez chaque mois, un mois par an, sur plusieurs années, il va casser sa courbe.
s'il perd du poids, il s'arrête de jeûner. Ça, c'est clair. Très bien. Voilà. Et justement, je voulais aussi parler de sommeil chez l'enfant. Alors, pendant le mois sacré de Ramadan, nous, les adultes, on dort déjà pas assez, très peu. Les soirées sont longues parce qu'on en profite pour se retrouver, pour manger beaucoup, même s'il n'est pas très conseillé d'en manger autant. Manger très sucré, c'est très sucré. Et veiller à la télé, regarder les feuilletons, et puis aussi mag, la rediff le soir. Et puis il y a aussi le suhoor du matin, où on se réveille très tôt le matin. Alors un enfant qui va jeûner, on le couche à quelle heure en général pour qu'il puisse récupérer, et puis on le réveille aussi pour suhoor forcément. Et oui, parce que vous l'avez si bien dit, parce que quand un enfant jeûne, le ftor est important, mais le suhoor est très important. Ouais. D'ailleurs, il doit être donné le plus tardivement possible et il doit être copieux. Pour l'enfant, oui. D'accord. Donc, il faut arrêter de faire ces soirées, d'allonger ces soirées ramadanesques. Oui. D'accord. Un enfant, il doit dormir, surtout s'il a école le lendemain. Oui. Il doit dormir vers 22 heures. Là, c'est... Voilà. Oui, il faut déjà 22 heures, c'est tard, parce qu'un enfant qui grandit bien, c'est un enfant qui dort. Absolument. Donc, si c'est un enfant qui dort, il doit dormir 8 heures. Donc, s'il se réveille pour le suhoor, comme pour ce Ramadan, Inch'Allah, c'est à partir de 5 heures du matin, ils peuvent prendre le repas. Il faut calculer 8 heures avant 5 heures du matin, même si on ne tombe pas dans les 8 heures. Donc, c'est un enfant qui va quand même aller au lit entre 21h et 21h30 pour pouvoir 2 heures après avoir mangé. Voilà, on ne perturbe pas l'horloge biologique. On essaie de ne pas perturber son horloge biologique. Il doit dormir. Et s'il doit dormir, c'est qu'il doit y avoir une ambiance pour ça à la maison. Oui. Si le reste de la famille est en train de discuter, de regarder la télé, il n'ira pas dormir, il voudra profiter. Profiter et rester avec eux. Donc oui, le sommeil est très important pour qu'ils puissent pouvoir jeûner. Et pour le suhoor, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans l'assiette de cet enfant? Alors, contrairement à ce qu'on fait lors des régimes, on évite les aliments qui retiennent de l'eau. Mais le mois de Ramadan, c'est tout à fait le contraire, parce qu'on va mettre des aliments qui retiennent de l'eau, notamment la banane, qui est quand même riche en potassium et en magnésium. Déjà, le magnésium, il apaise. Elle est riche en fibres aussi. Donc là, elle rallonge un peu, elle aide au transit. Mais le potassium qui va retenir l'eau pour ne pas avoir la sensation de soif la journée. Donc il y a la banane, il y a les dattes et il y a aussi les ananas. Mais on va pas dire que c'est asfar pour les riches. Donc là, il y a une alternative. Les bananes et dattes, c'est possible. Ça pourrait être accessible, ça dépend du marché, mais après, on peut mettre des céréales, des pâtes, des sucres lents, de la galette avec du beurre, de la galette avec du fromage, mais pas des préparations fromagères, mais plutôt du vrai fromage qui est fait avec du lait. Et donc, c'est le lactose. Le lactose qui est le lait, c'est le sucre qui est dans le produit laitier et qui va nous donner un peu des bols de sucre tout au long de la journée. Là, quand on dégrade le bol alimentaire qu'on a eu à 5 heures du matin, donc on va avoir du glucose et de l'énergie un peu tout au long de la journée et cet enfant pourra éventuellement jeûner des horaires assez rallongés dans la journée. Est-ce qu'on propose aussi des protéines, peut-être des œufs? Oui, aussi. Hein, selon l'appétit de l'enfant qui pratique de l'activité physique, en général, les enfants, ils font de la piscine, ils font du basketball, ils font du football et tout. Oui. Donc, pour ne pas aussi casser cette masse musculaire, on pourra éventuellement donner des œufs durs, des œufs au plat, ou bien une petite escalope, un peu le bourrec qui reste lors du repas. Parce que l'enfant, il ne peut pas tout manger en réalité lors de la rupture du jeûne. Un peu shorba et le bourrec, le deuxième plat, c'est très difficile de le terminer en soirée. On va le décaler pour le soir, il n'y a pas de mal pour l'enfant. Et comment justement répartir la quantité d'eau qu'il doit prendre s'il doit dormir suffisamment tôt pour pouvoir récupérer et puis se lever pour le suhoor? Donc à quel moment lui donner cette eau? Donc là, déjà, au moment de la rupture du jeûne, c'est un verre d'eau ou un verre de lait ou un verre de lben, déjà, il y a du liquide. Après, au milieu du repas, il va y avoir un autre verre. Pas beaucoup, parce que là, plus on boit au moment du repas, on a la sensation de plénitude au niveau de l'estomac. On ne pourra pas manger tout ce qui est aliments, nutriments et vitamines. On laissera pour après le repas. Dans la soirée, il n'y a pas de mal si on peut avoir un verre de jus de fruits naturels, un peu l'orange, un peu la betterave avec de l'orange. Donc,
riche en antioxydants, riche en liquide, et au moment du suhour aussi. Donc, déjà, si on arrive à faire 4-5 verres, avec le bol de shorba qui est aussi liquide, le bol de harira ou de soupe, c'est déjà un bol de liquide. Donc là, le compte est bon, hein, même si on ne le calcule pas, mais en réalité, c'est très bien calculé. Très bien. Donc, pour rompre le jeûne, on peut tout se permettre pour un enfant qui vient de jeûner, donc on peut lui faire plaisir. Oui. À condition de commencer par du liquide, bien sûr. Commencer par du liquide, un peu pour s'hydrater. D'ailleurs, quand on fait le doua de la rupture du jeûne, on se dit ça veut dire que déjà, il y a eu les vaisseaux, là, ils sont pleins, que ce soit avec du liquide ou avec du glucose. Parce que là, ça a un double sens. Hein. Quand on prend un truc sucré, déjà, le signal va au cerveau, le pancréas commencera à sécréter de l'insuline qui, elle, va commencer à dégrader le bol alimentaire. Et l'eau, donc dès qu'on commence à boire de l'eau, on reprend vie, on respire à nouveau. Parce que c'est vrai qu'on est flasque au moment de la rupture du jeûne. C'est vrai. Donc un enfant, pour rompre le jeûne, on commence par du liquide. On peut le laisser, surtout si c'est un jeûne initiatique, on peut le laisser se faire plaisir, on va dire, à table. Pas de soda quand même, parce que là, c'est très riche en sucre, c'est bourré de sucre et d'acide citrique. Parce qu'on n'a pas parlé aussi des enfants qui ont des problèmes de colopathie, de gastrite et tout. Parce que comme l'adulte, l'enfant commence à avoir des problèmes digestifs déjà dans le ventre de sa maman. Donc si c'est des enfants qui ont tendance à être colopathes ou à tendance à avoir des gastrites, il faut très attention à donner des boissons très sucrées, riches en acide lactique. Il y a sherbet, il y a de la citronnade, c'est un peu culturel aussi. Hein. Qalb et ce genre de choses pour les enfants, on va dire, c'est très sucré. Méchante, mais si il y a la dépense, hein, c'est comme pour l'adulte, c'est vraiment la même conduite à tenir. Si on prend un truc très riche, il faut le dépenser. On ne peut pas prendre Qalb et aller s'allonger ou dormir. Les adultes, ils vont faire la prière, ils vont faire tarawih, les femmes, elles vont laver, elles vont nettoyer, elles vont faire aussi la prière. Hein. C'est pas que pour l'homme, mais l'enfant pourra aussi se dépenser, que ce soit intellectuellement en faisant des cours, des exercices, ou bien jouer à la corde, jouer avec ses cousins, ses voisins et tout. Donc, il faut qu'il y ait cette dépense énergétique après le repas. Très bien. Alors, je voulais revenir, pour finir l'émission, justement, sur les points, sur les signes qui doivent alerter les parents, parce qu'il est important de les rappeler, les signes qui doivent alerter le parent chez l'enfant qui jeûne, surtout pour une première fois. Qu'est-ce qui doit alerter les parents pour rompre le jeûne tout de suite chez l'enfant? Toute sensation de mal-être. Oui. Toute sensation de mal-être. Donc, une somnolence. Voilà, la somnolence, le cœur qui bat trop vite, la nausée, les céphalées, la migraine, j'ai mal à la tête, je suis en train de suer. Tout ça, c'est des signes qui doivent, même si on se trompe, il vaut mieux se tromper sur le signe que de laisser laisser l'enfant faire un vrai malaise. Un vrai malaise. D'accord. Très bien. Je voulais... Bien sûr, docteur Wadahi. Juste par rapport aux enfants malades. Oui. D'accord. Donc, il ne faut pas... Bon, dans une pathologie aiguë, donc il n'a pas le droit de jeûner. Oui. Après, les maladies chroniques, c'est au médecin de décider. Oui. D'accord. Il y a des maladies pour lesquelles l'enfant n'a pas le droit de jeûner. Comme le diabète, par exemple. Et bien d'autres, il y a des diabétiques qui jeûnent. Il y a des diabétiques, mais il faut beaucoup de conditions pour qu'un enfant diabétique puisse jeûner. Puisse jeûner. Il faut beaucoup de conditions. D'accord. Par exemple, il y a certaines pathologies pour les allergies. Par exemple, les enfants qui sont cœliaques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup. Donc, il y a ce gluten caché. Et il ne faut pas, à chaque année, chaque mois de jeûne, remettre donc pour le régime alimentaire, déstabiliser la maladie. Et donc, il y a du gluten caché donc, dans tout ce qu'on peut acheter. Les additifs, les colorants. Donc, il faut faire attention à ça. Les enfants qui sont allergiques aux fruits à coque, attention à tout ce qu'on achète. Même si vous demandez un blouse qui n'est pas farci, il est pris avec la même spatule que la cacahuète. Donc, contamination croisée, on va dire. Attention, il faut que les parents soient vigilants. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne rien acheter que de faire prendre des risques à ces enfants-là.
Ça, je voulais aussi le... Bien sûr, Oui. c'est important de le dire. Voilà. Docteur Moulay, oui, justement, pour finir l'émission, pour clore l'émission, un dernier conseil aux parents concernant le jeûne et aussi les maladies. Oui, moi je dirais qu'il faut initier d'abord l'enfant, limiter les jours du jeûne avant bien le mois de Ramadan, dire cette année, l'année passée tu as fait 2 jours, cette année tu vas faire 5 jours et ça sera tel ou tel jour. Il faut que tu te lèves pour le suhoor, il faut que tu manges ton repas parce que c'est des enfants aussi, les petits mangeurs, même au moment de la rupture du jeûne, ne mangent pas. Il faut les accompagner, les surveiller et aussi les récompenser, parce que là, c'est des efforts auxquels on doit récompenser. Très bien. Et docteur Walikan Aussi, un dernier conseil concernant la circoncision. Concernant la circoncision, il faut faire très attention, consulter et demander à faire ses analyses et le bilan. Voilà, le bilan complet. Et je dis aux parents, évitez de le faire en cachette. Il faut le faire dans une structure qui est habilitée, voilà, milieu professionnel. Très bien. Tout à fait. Voilà. Merci mesdames d'avoir participé à l'émission. Merci pour tous vos conseils et toutes les informations qu'on a partagées aujourd'hui avec les téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite sahaf tourkoum et puis à la semaine prochaine.